Merci d'être venu quand même, ça fait une licence. Et puis je vous remercie de vous intéresser à cette période de guerre très particulière. Ce fut la guerre, ce fut la guerre à laquelle on ne croyait pas. Et puis c'était la vraie guerre. Et comme il y a des survivants, autant qu'ils témoignent. Dans 20 ans, il sera trop tard. C'est sûr. J'étais donc institutrice. Je faisais mon travail, j'étais très gaie. J'avais rien d'anormal, la joie de vivre. La joie de vivre. Pas tout de suite, mais dès 40, dès que les Allemands ont été là, maintenant la résistance, elle ne se manifestait pas comme ça d'un seul coup en disant on va aller les tuer, on va gagner. C'était des petits gestes. Un Allemand circulait à Reims, par exemple, ou à Épernay, il demandait la direction de la poste. Bah, la poste était par là, on envoyait vers le cimetière. Il posait son vélo, on crevait le vélo. C'est bêta. Mais ces petites choses bêtes étaient déjà une satisfaction. Bah, peur, non. Non, pas peur. Donc on ne disait pas les Allemands, on disait, je ne le dis plus maintenant depuis que je fais des conférences, ils avaient un nom très particulier qui commence par un B, qui finit par che, je ne le prononce plus, mais c'était le mot qui était dans la famille, c'était courant, et dans le village. Par exemple, quand ils passaient à la ferme et qu'ils voulaient des œufs, s'ils voulaient des œufs, on leur donnait des œufs qui étaient à moitié couvés. Autrement dit, il n'était pas tellement mangeable. Or, ces actions, elles étaient très difficiles. L'esprit de résistance, il fallait déjà qu'il soit construit avec ce premier ciment qui allait sceller petit à petit les pierres de la résistance, qui a été, elle, efficace. Au bout de quelques mois, il y avait déjà non pas des noyaux, je dirais des pépins, des tout petits pépins de résistance. Après, il y a eu un noyau. Après, ça s'est descendu, par exemple, je dirais de Ben à Époix, à Noroy, à Nogent. Ah oui, chez vous aussi. Ah bon, on pourrait se revoir. Et à ce moment-là, ce petit clin d'œil, cet espoir de faire quelque chose ensemble, rendait des forces et du courage. Et c'est ainsi qu'est né, pour ce que je connais. Dans d'autres endroits, ce sera peut-être autrement. Mais c'est un témoignage vécu. Donc c'est la seule chose dont je désire parler aujourd'hui. Mais rien que cela, ouvrir une porte quand une maison est fermée, ça vous ouvre déjà l'entrée dans la maison. Et cette porte de la résistance, c'était cette première dont je viens vous signifier quelques actes discrets, mais qui ouvraient la porte. Oh, je n'ai pas fait de choses extraordinaires. J'ai d'abord caché les prisonniers qui s'évadaient. Ah, ça, c'est en octobre 1940. Il y a des prisonniers qui se sont évadés. Et comme j'étais secrétaire de mairie en même temps qu'institutrice, ce qui se passe dans de nombreux villages, j'avais donc le cachet de la mairie. Et puis j'avais accès à des papiers que d'autres personnes n'auraient pas eu accès. Et j'ai commencé à faire une fausse carte. On en fait une. Pourquoi pas n'en faire pas une deuxième? Et c'est comme ça que des prisonniers ont pu s'évader. Et j'étais sur le relais oral. Pas d'écrit dans ces cas-là, les écrits on peut les laisser traîner, sur la chaîne orale de la cachette, et puis je les accompagnais au train à Épernay, je faisais mon aller-retour de Pigeonge, 17 km aller, 17 km retour à pied, c'est bon pour le moral, et les mettais dans le train, et à Paris, il y avait la Croix-Rouge a fait énormément de choses, et je ne veux pas parler de la Croix-Rouge sans penser à Madame Krug des Champagne-Krug, qui a fait un travail extraordinaire pendant la guerre pour faire passer de très nombreux prisonniers ou leur donner une possibilité de sécurité. Et puis il y a eu aussi les avions anglais qui passaient au-dessus de la Champagne, donc ils sont passés ailleurs aussi. Quand ils étaient bombardés, il y en a qui étaient dans la nature comme ça, et quelqu'un me les amenait, je ne me rappelle même pas qui me les a amenés, mais on m'en a amené 2, 3 comme ça. Bon, alors, j'avais qu'une petite chambre à leur offrir, il y en a deux qui dormaient par terre, l'autre sur un lit d'une personne, puis après ils se débrouillaient pour dormir à tour de rôle. Ça, c'était leur truc. Alors, si c'était possible, si par les Français déjà, je leur donnais des papiers, et ensuite, ou Serge Pigny, ou mon frère, on s'arrangeait
pour les remettre sur la piste à la gare, ben jusqu'à ce que je sois arrêtée. Si j'ai arrêté, c'est parce qu'on est venu m'arrêter. J'étais en classe, j'entends frapper, il y a le couloir qui mène à mon petit appartement, qui donne sur la petite place du village, et tout au fond, c'est la classe. J'entends entrer, et j'avais la possibilité, étant secrétaire de mairie, de savoir qui entrait dans la mairie. Or, ce n'était pas l'heure du maire, c'était en plein après-midi, il était 3h30, 4h, et j'ouvre la porte. Aussitôt, ça fait tilt, ou un pressentiment, ou je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose de négatif. Alors, très poliment, parce que je devrais être poli dans ces cas-là. Bonjour messieurs, quand même pas embrasser la main, non? Et puis, bonjour messieurs, je suis ici secrétaire de mairie, vous êtes dans... Et c'est vrai ça, parce que quand je vous le dis, je revois. Vous êtes ici dans le couloir de la mairie, monsieur le maire étant absent, voulez-vous me montrer, s'il vous plaît, votre carte d'identité? 2 pétards sortent de leur poche, avec un air idiot qu'il faut garder. Ah bon, j'ai compris. C'était dans un bus, oui. Dans un bus pour aller jusqu'à la gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, sur la voie numéro 1, on nous a chargés pour aller vers l'inconnu. Et c'est en passant Cydric que j'ai jeté ce petit mot qui a été ramassé. Et de là, ben, le voyage a été assez long. Et ils nous ont mis dans des camions, et dans des trains pour les animaux. On est entassés à 120 femmes dans un wagon en bestiaux avec de la paille. Au milieu du wagon, 2 grandes bassines. Une, c'était de l'eau pour boire. Et l'autre, à côté, c'était l'eau qui avait été bue. Bon. Et dans l'obscurité, il fallait y savoir, sur à mesure des allées et venues, quelle était celle dans laquelle il fallait tremper son quart. 3 jours, là, dans ces conditions-là, atroces. Parce que on n'a pas le même caractère quand on est coincé dans ce drame que quand on est serré dans un train ou dans un bus. C'est pas du tout la même chose. Il y a une respiration de crainte qui vous empoigne et qui vous transforme en autodéfense. On ne sait pas ce qu'on va faire. On est plongé dans un inconnu terrible, terrible. Et nous sommes repartis vers l'inconnu, donc vers Ravensbrück, dont ça ne faisait ni chaud ni froid, c'était un camp de prisonniers. Et quand on dit prisonnier, je pensais prisonnier de guerre, selon les lois humanitaires. Et nous sommes arrivés à 2 jours après, oui, c'est 2 jours après, à Ravensbrück. Alors là, quand on descend du train, à coups de bâton, à coups de chien sur les mollets, à coups de chaîne, et à coups de chienne, quand tu chiennes, les femmes qui devenaient des essais stériles. On a fait environ 3 kilomètres entre la descente du train et ce portail immense que je n'ai pas vu décrire. Quand on voit ça et qu'on passe sous le porche, on a l'impression d'être écrasé. Et puis là, on voit de pauvres airs, des femmes qui sont habillées en guenilles, tondues, traînant la jambe, des jambes pleines de boutons. On se dit, oh, c'est pas pour nous. Nous, on n'est pas arrêtés pour avoir volé, pour avoir tué. Et 1 heure après, parce qu'on allait lentement, on entre dans un espace, tout de suite à gauche, on nous prend les bagues, les boucles d'oreilles, le collier, on nous prend nos vêtements, donc on est nus. Mais quand je dis nu, c'est la nudité de l'âme. On est là devant une foule d'inconnus qui ont l'air de vous mordre, nus complètement. On n'a même pas ce petit souvenir, on n'a même pas cette petite médaille, on n'a rien, on entre et on suit forcément. Alors ensuite, on passe sous une douche communautaire, on est une centaine, on tire une chaîne, tout le monde est mouillé, ça suffit. Et après, on nous donne des vêtements, mais comme mon groupe est arrivé fin juillet, il n'y avait plus de ces vêtements rayés, on nous habillait avec des vêtements qui avaient été volés ici ou là.
et on les attribue à un bloc. Et c'est là où on commence à comprendre ce qu'est un camp de concentration. On ne voit que des gens tondus, pas tous, mais la plupart, qui traînent la jambe, des jambes pleines de boutons, habillés avec des guenilles, le visage amorphe. Ça veut un coup de bourdon. Hein. On a beau essayer de se redresser le moral, c'est pas quelque chose de facile. Puis on est obligé, on est dans une... On suit ce train de misère obligatoirement, et nous arrivons dans un bloc en surnombre, et il fallait tout de suite trouver une, parce qu'on était poursuivis, si on ne marchait pas assez vite, à coups de bâton sur les jambes, sur la tête, sur les reins, peu importe, hein, tout était bon pour cogner. On arrive, il faut tout de suite trouver un gîte, enfin, entre parenthèses, une paillasse qui était déjà occupée, est occupée par une prisonnière ou par deux, par des poux et par des puces. Ça faisait beaucoup de nom d'abord. Mais il faut vite grimper là-dessus pour ne pas recevoir des coups de bâton. Et s'il y a un coup de bâton qui se présente, on saute par la fenêtre pour rentrer par une autre fenêtre. C'est la cavalcade du diable, vraiment. Après, on a des appels. On a vu ce qu'était la nourriture. Une tranche de pain qui était comme ça. Oui, à peu près, oui. Oui, elle était aussi grosse que ça quand même. Ça. Et puis le matin, un quart de café. On le nomme café parce que c'était le matin. Mais alors, on maigrit, hein, on a la ligne. On ne demande plus à avoir la ligne. Elle vient toute seule. Et il y a les appels tous les jours. Et quand on peut se défiler pour ne pas aller au travail, on va se cacher dans un autre bloc, on saute par la fenêtre, on repasse par une autre fenêtre. Chaque fois j'ai pu me défiler, et c'était d'ailleurs le but de chacun des prisonniers, c'était d'essayer de s'enfuir. Et puis un jour on est pris pour aller travailler, et moi j'ai été prise, piquée, on ne disait pas prise, on est piquée, pour aller travailler, il fallait quelqu'un dans le jardin, obligé. Un jardin, tout compte fait, dans un jardin il y a peut-être des choses à manger. Et on pouvait chipper une carotte ou une tomate, mais il ne fallait pas se faire voir. Hein. Et ça, c'était la grande surprise du jour. Et puis alors après, on est pris en colonne pour aller travailler. Ils ne m'ont pas souvent trouvé pour aller travailler. Mais quand ils m'ont piqué, j'ai été obligée de faire comme tout le monde. Mais quand je pouvais me défiler, je me défilais. Et un jour, la Osérine qui nous gardait, la gardienne, était prête à m'attraper parce qu'on était rentré rapidement pour ne pas aller travailler. Alors je grimpe, non pas au premier, mais je vais atteindre le troisième chalut en hauteur. Et je grimpe et puis je me couche près d'une femme, puis elle ne bouge plus. Comme elle était dans le milieu, ça me protégeait déjà du coup de bâton. Puis je me couche près d'elle et j'entends cette femme qui dit « Franzose, Ruski, dit non, Franzose ». Alors, c'était une Russe, j'ai compris par son accent. Alors elle me passe sa main, qui était au moins aussi sale que la mienne sur le front. Puis elle disait « Oh, Franzose ». Elle était ravie, relativement bien sûr, d'être à côté d'une Française. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, il y avait ses poux qui tombaient. Alors je dis tout à l'heure, elle doit m'envoyer un sandwich chaud, ça m'intéresse pas. Mais elle était heureuse à côté de Franzose. Et je revois ce troisième étage. Il y a des moments qui font rire tristement. Pendant midi, on pouvait se promener. Mais c'était se promener, on était libre pendant un quart d'heure, façon de parler. Et je me rappelle avoir vu devant moi une dame qui tenait la main de sa fille qui avait une quinzaine d'années. Mais quand on donne la main, on donne la main. Tandis que là, il y avait quelque chose, je voyais une main qui était serrée sur l'autre. Or, on serre la main d'un bébé pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il marche droit. Mais là, une petite jeune fille de 15 ans à qui on serre la main, il y a de la psychologie et quelque chose là-dedans. Je sens, j'en ai encore de frissons, je les revois. Je sens quelque chose d'anormal. Alors je m'approche
Et puis cette dame parlait un tout petit peu de français, moi je ne parlais pas du tout de tchécoslovaque, c'était une tchécoslovaque et sa fille, qui avaient été arrêtées à Trieste par les Allemands bien entendu, et puis des Italiens qui mettaient le paquet. Les Allemands avaient tué son mari, qui était donc restaurateur hôtelier. Ils avaient mis le feu à la propriété. La femme et la fille étaient envoyées à Ravensbrück. Quand on vous raconte des choses comme ça ne remonte pas le moral. Et je les vois encore. Je dois serrer la main. C'est particulier de voir serrer la main d'une jeune fille de 15 ans pour dire qu'il ne faut pas qu'elle se sauve, pour qu'elle reste près de moi. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Parce qu'après, on est perdu dans la foule. On a des horaires terribles qu'on doit respecter. Et puis on ne se cherche pas. C'est pas égoïste, je ne dis pas qu'on sauve sa peau. Mais on essaie d'éviter les coups de bâton. On essaie d'éviter des corvées. On est dans un état psychologique qui vous décompose. L'âme, les forces et la réflexion. Et ça, c'est un passage où on se sent vraiment concentré, c'est vrai, brutalement dans ce camp, enfermé, d'où il ne sera pas possible de partir. La journée avait été normale au point de vue climat. Et nous sommes, tout le camp, ça faisait donc 120 000 personnes, devait faire un appel pour savoir si tout le monde était là. C'était aussi pour nous faire souffrir un peu plus longtemps. Et c'est long d'être 3, 4, 5, 6 heures debout sans bouger. Et c'est à ce moment-là que j'ai repéré une étoile. C'est celle-là. Et là, je m'y suis accrochée. Et quand je me suis accrochée après cette étoile, j'ai eu l'impression que je m'évadais. Il y a eu un coup d'espoir. Je sortirai de là, je sortirai de là. Et vraiment, cette étoile, je crois que je la reconnaîtrai encore aujourd'hui. Vous voyez l'imagination jusqu'où ça va. Mais ça m'avait... J'en ai encore quand j'y pense. Je revois le spectacle, je revois l'atmosphère. J'allais dire, je revois l'étoile, ce qui est idiot. C'était l'impression de liberté qui reviendrait. Voilà donc... Alors on travaille pour la guerre allemande, hein, ça, on ne peut pas faire autrement, mais nous avons eu dans notre petit groupe, c'était d'abord assez petit, un directeur qui avait honte de la façon dont nous étions traités et qui nous a apporté une soupe qui était un peu moins mauvaise, on ne peut pas dire meilleure, mais ce sont des petites choses qui remontent le moral. Nous avons eu un mieux-être grâce à l'esprit humanitaire du directeur. Ça, on a été moins mal que partout ailleurs. Et ceci, Schlieben, donc le petit camp en question, était sur la rive droite de l'Elbe. Et c'est là où nous avons été délivrés par les Russes le 21 avril 1945. Oui, 45, oui. Et le jour de mon anniversaire, oh, ils avaient fait exprès, là. Ils avaient pensé pour votre malade, pour son anniversaire. On les avait attendus, évidemment, hein. Mais ils nous apportaient quand même l'espoir, ils ouvraient le camp. Et ce jour-là, on a pu manger des pommes de terre et des confitures. Mais je garantis que des pommes de terre avec des confitures, c'est quelquefois très bon. Et de là, après, ils nous ont abandonnés parce que, merci aux Russes qui nous ont rendu de grands services. Mais par contre, dans les troupes de choc, qu'elles soient françaises, américaines, chinoises ou russes, attention, danger, hein. Pour un combattant de ce gabarit, une femme est un objet. Donc il fallait vraiment que l'on se tienne à carreau et tous ensemble. On ne sortait jamais à moins de 4 ou 5 des coups de serré, beaucoup craintifs. Et il y avait 2 personnes qui chantaient très bien. Alors quand on voulait calmer les Russes, parce qu'ils ont l'oreille musicale, là je puis le garantir, les 2 personnes qui chantaient si bien chantaient. Et alors ils étaient là paisibles, ils écoutaient, ils s'endormaient. Alors là, nous on pouvait dormir aussi. Ça a été des moments à frisson quand même.
Parce que coincé dans cet esprit et dans cette façon de vivre et de comprendre la vie, c'est quelque chose de très particulier. Le 5 mai, on n'a pas lève d'est en ouest, sur une planche, sur une grande planche qui chavirait. On ne faisait pas c'était pas pour le plaisir du sport, j'aime bien vous dire. On pouvait chavirer, mais enfin c'était les Américains. On quittait le régime russe pour aller vers les Américains. Et là, bon, quand on était parmi les Américains, tout de suite la guerre n'était pas finie, mais ils nous ont quand même donné. On a eu un lit avec un matelas. Oh, que c'était bon. On a bu du café, mais comme on ne connaissait pas le café depuis notre arrestation, c'était du café fort. Mais le café, c'était du café soluble. Il n'était donc pas coloré, il était noir. Or, pour nous, en principe, quand on boit un café, c'est un bon café noir. Et on en mettait, et on en mettait. On a bondi comme des cabris dans les lits parce qu'on aurait pu rester avec un cœur vagabond. Hein. Bon, ben, on n'a pas resté. C'est qu'on est solide quand même. Le 6 juin. Mais à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, ça va être... Ah ben maintenant, évidemment, on peut chanter victoire. Hein. Et alors, ce qu'il y a d'inhumain dans la guerre, c'est que, il y a une logique, bien sûr. Nous revenons donc en avion depuis le lac de Constance, et nous survolons Mannheim. Mannheim, mais complètement détruit. Eh bien, applaudir ça, c'est pas beau. Mais c'était notre réflexe. On a vu que la ville était détruite, Mannheim était détruite, ben ils l'avaient cherché, tant pis pour eux. Et on a applaudi, puis triste au fond de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui n'est pas humain là-dedans. C'est pas logique, mais c'était notre logique. Voilà les drames de la guerre, rien ne vaut une paix, mais à condition qu'on sache la conserver et qu'on ne la sabote pas au passage. D'abord, on ne me croyait pas. J'avais une belle sœur qui me disait « Mais non, il s'est pas si méchant que ça. » Bref, non, ils n'étaient pas méchants, mais non, ils étaient gentils les Allemands, évidemment. Bon. Et puis d'autres personnes qui ont dit ben, ils sont un peu déboussolés, parce qu'il fallait être déboussolé pour raconter son remontant. C'était tellement anormal. Et ne pas croire ce que nous disions, c'est grâce justement aux associations qui ont été composées dès 1959, que les personnes qui soient de Lille, de Nantes, de Lyon, de Marseille ou de Strasbourg disent la même chose des camps, sans se connaître. Donc là est la vérité. Hein. Enfin, des gens qui étaient bien placés, non pas qu'ils se soient classés, ils avaient la possibilité de parler de ce que d'autres n'avaient pas connu. Et qui se sont réunis et qui ont dit, mais tout cela, il ne faut pas que ça se perde. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé le concours de la résistance et de la déportation en 1959. Et depuis 1959, eh bien, voilà, je raconte. Merci beaucoup. Mais, merci. Ouais, merci beaucoup de votre temps. Je le fais avec la foi. Je n'ai pas raconté de boniment. Ils vont pouvoir transmettre, j'espère que la même foi. Ah, ils nous ont eu les salauds.